Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux, d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Aujourd'hui je remarche à peu près normalement et je vais pouvoir reprendre le travail chez Blateau. Donc sans plus tarder, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Faire pousser du CBD de A à Z. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va faire un débrief au bout de la 4e semaine de nos autofloraisons. On va observer les points positifs, qu'est-ce qui a bien fonctionné et ce qui va moins bien. Donc en soi, on va voir comment se portent les autofloraisons qu'on a plantées en serre et en extérieur. Et vous allez voir qu'on s'est confronté à plusieurs problèmes. On va essayer de vous partager nos solutions, ou du moins nos essais. Donc je vous souhaite un excellent visionnage. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne si cela vous plaît, et bien sûr nous rejoindre sur Instagram, tous les liens sont en description. Alors avant d'aller dans la serre des autofloraisons, je profite d'être dans la pépinière pour vous montrer aussi l'évolution de nos plants à photopériode. Donc comme vous pouvez le voir ici, des plants qui ont vraiment très bien poussé. Avec les températures qu'il fait dans la pépinière, on peut voir la végétation qui s'est très bien développée. On est déjà au 3e étage. Ce qu'on appelle les étages, ce sont les ramifications, les nœuds entre la feuille et la tige, où vont se développer les branches latérales du pied. Donc on a une tige qui va pousser vers le haut, toujours vers le soleil. Vous pouvez voir la forme un petit peu incurvée du plant. C'est parce qu'en fait elle se tourne systématiquement vers le soleil, un petit peu à la façon des tournesols, afin de chercher le maximum de luminosité. Donc là la tige va continuer à se développer en hauteur pendant plusieurs mois, avec au sommet ce qu'on appelle l'apex. Donc l'apex, lui, il va pousser vers le haut, et derrière lui, les branches latérales vont se développer justement sur le nœud entre les feuilles et la tige. On peut également observer un système racinaire très développé. Voilà, avec des racines qui débordent un petit peu de partout du pot. Donc ça va être le moment de les replanter dans des pots plus grands pour qu'elles aient plus d'espace afin de se développer, puisqu'il faut savoir que le cannabis en fait limite sa croissance à la taille du pot. Donc si le pot est trop petit, le plant ne pourra pas se développer, disons, au maximum de son potentiel. Également, petite particularité sur ces plants-là, c'est ce qu'on appelle des fast buds. J'appelle cela aussi des semi-automatiques. Donc ce ne sont pas des photopériodes à proprement parler, on les a appelés ainsi pour les simplifier jusqu'à maintenant, mais en réalité ce sont des variétés qui sont un petit peu hybrides entre la photopériode et l'autofloraison. Donc c'est-à-dire qu'ils vont passer en floraison tout seuls, mais ils auront un cycle bien plus long que celui des autofloraisons classiques. Ce qui va nous permettre d'encore plus échelonner nos récoltes avec des autofloraisons qui vont arriver en premier, des semi-automatiques ou fast bud qui vont arriver courant de l'été, et ensuite les photopériodes classiques qui vont arriver en automne. Sur ce, on se retrouve tout de suite dans la serre avec Emmanuel. Certains problèmes sont survenus sur notre culture de CBD, des choses qui peuvent arriver régulièrement. L'autre jour, au niveau de nos plantations, on a aperçu quelques plants pas très en forme au fond de la serre. À première vue, on a pensé que c'était un stress dû au repiquage, ce qui peut arriver, comme on l'a dit, sur des autofloraisons car elles n'aiment pas trop ça. Mais pourtant, la quasi-totalité des autres plants se portent à merveille, et là, on s'est assez vite rendu compte que le souci était très localisé. Seulement quelques pieds étaient atteints sur le bout d'une planche de culture. Donc il nous fallait une autre explication. Au niveau des symptômes, on a des plants frêles avec des feuilles bizarres. Vous pouvez le constater sur celui-là. D'autres sont maigres, parfois rachétiques pour l'un d'entre eux. Des feuilles ridées et amincies comme on l'a vu sur celui-là et également pâles. On voit qu'ils ne sont pas aussi vigoureux que les autres qui sont en pleine forme parce qu'on a des monstres de part et d'autre de la serre. Partant de ce constat-là, on se rend compte que la terre de ce côté-ci est moins bonne. Des coins donc où la terre est plus fertile et d'autres non. Cela peut être dû à un excès ou une carence en nutriments, un problème de pH ou même de prise racinaire. Mais difficile quand même à croire que cela vienne de la terre, sachant qu'on les a plantés il y a vraiment pas longtemps. Et que du coup, les besoins en engrais ou en nutriments ne sont pas encore ressentis. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas des experts et que nous découvrons tout cela en même temps que vous. C'est pour cela que sur Instagram, on vous a posé la question. Nous vous avons demandé un conseil et parmi les réponses, l'une d'entre elles a attiré notre attention. Et celle-ci était la possibilité d'une attaque d'acariens. Les acariens sont des parasites minuscules, souvent invisibles à l'œil nu. Il en existe différentes sortes, les acariens bronzés, les tarsonèmes, etc. Ils peuvent se multiplier très rapidement
et peuvent se propager au sein de toute la culture à une vitesse fulgurante, tout en occasionnant de sérieux dégâts qui empêchent la plante de bien pousser. Et c'est tout à fait probable puisque l'attaque est localisée, en bout de serre près de l'entrée, donc ils peuvent facilement venir de l'extérieur en attaquant les premiers plants sur leur chemin. Il fait de très bonnes températures pour la saison, 19 à 20 degrés l'après-midi, ce qui offre les conditions idéales pour ces bestioles. Les risques d'attaque de pucerons augmentent également à cette période, les pucerons sont plus facilement visibles à l'œil et les symptômes sont différents. Donc on va directement aller voir avec ce microscope à main si on peut déceler la présence d'acariens ou autres et voir ce qu'on peut concrètement faire pour stopper l'invasion, s'il y en a une. On peut également voir les problèmes liés au vent, c'est-à-dire qu'avec une bâche aussi légère, les plantes, dès que le vent s'engouffre dessous, après les petites plantes passent sous le plastique et elles peuvent cramer en fait. Elles peuvent cramer si elles restent sous le plastique. Donc c'est pour ça qu'on fait gaffe à fermer la serre et parfois à caler le plastique. Du coup, il n'y a rien. Du coup, moi, je vois rien. Après maintes observations, nous avons pris chacun des plants qu'on jugeait un peu bizarres, pas comme les autres en tout cas, et a priori, il n'y a pas d'acariens. Ce qui pourrait confirmer la théorie d'Isnopharm sur le fait que ce soit plutôt un bug génétique, un problème génétique. Comme vous l'avez observé ou comme vous allez l'observer, on s'est rendu compte qu'on avait des pucerons sur certains de nos plants. Le point positif, c'est qu'on les a repérés assez vite et qu'on va pouvoir les éliminer avant prolifération et avant qu'ils s'en prennent à absolument tous les plants et qu'on ait des vrais problèmes en fait. Avec les chaleurs actuelles, ils se reproduisent extrêmement vite et en quelques jours, voire quelques semaines, ils peuvent atteindre des centaines de milliers d'exemplaires, non d'individus. Donc là sur cette plante on peut voir clairement les symptômes d'une attaque de puceron. Quand on est habitué dans le maraîchage ou dans le jardinage à en voir, c'est souvent les mêmes symptômes qui reviennent. Donc on a des feuilles qui sont rabougries, qui sont recroquevillées surtout, sur elles-mêmes et vers le bas, avec un œil qui commence à flétrir. Donc ça c'est vraiment les symptômes d'une attaque de puceron. En général les pucerons se foutent sous les feuilles, dans la partie inférieure, et ils commencent à la piquer et en fait sucer la sève et les nutriments de la plante. Ah c'est bon. On l'a. Saloperie. Salaud, puceron. Vieux cercueil. Recule peut-être un poil. Une montagne. Ah non, avance un peu, le vitel. Peut-être que tu aurais un peu belle image. Bon, regarde. Bon, après là on voit. Oh putain, voilà, elle est belle l'image. On décale-le un peu. Et qu'on voit ses yeux et tout. Ça a combien? Ça a 4, ça a 8 pattes? Non, 6. C'est les arachnides qui en ont 8. Ouais. Tu sais pourquoi on dit arachnide? Non. Arachne en grec, c'est l'araignée. C'est étonnant. Tu m'aurais dit c'est l'éléphant, je t'aurais pas cru. Donc heureusement on l'a repéré juste au tout début de l'attaque. Donc ceux-là doivent venir de l'extérieur. Donc il n'était que 3 sur ce plan, donc on a pu les éliminer à la main. Nous vous massacrerons jusqu'au dernier. On les observait un petit peu comme vous l'avez vu. Et voilà, pas besoin d'utiliser de produits ou autre chose quand l'invasion n'a pas encore démarré. Bon, on risque d'avoir un énorme problème sur notre culture de CBD. C'était pas prévu du tout ça, c'était vraiment pas au programme. Bon, je vous explique. Tout allait bien pour nos petites plantes de CBD, à part quelques soi-disant acariens et un puceron qu'on a découvert, quand du jour au lendemain, mon père a remarqué 3 pieds de cannabis qui étaient morts, les uns à la suite des autres. Et en grattant au pied pour voir si c'était pas un problème de fonte de semis ou un problème de racines, eh bien, on y a découvert un parasite. Et pas n'importe quel parasite, le taupin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le taupin est un coléoptère extrêmement nuisible. Sous sa forme adulte, il n'y a pas beaucoup de risques, par contre quand il est en phase larvaire, là il peut occasionner beaucoup de dégâts. Et on l'appelle alors le ver fil de fer. Et ici on le connaît malheureusement très bien, puisque cela fait des décennies qu'il infeste toutes nos cultures de pommes de terre, de carottes, de salades et de n'importe quel légume qu'il peut croiser. D'une année à l'autre, selon les cycles, il peut faire des ravages terribles. Parfois on a 20 jusqu'à 80% de la récolte qui peut être détruite. En gros c'est un ver qui peut se cacher jusqu'à 1 mètre de profondeur sous la terre et qui va venir grignoter tout ce qu'il va trouver sur son chemin. Pommes de terre,
bulbes, racines, n'importe quoi. Mais le pire avec ce parasite, c'est qu'il n'y a aucun foutu moyen de s'en débarrasser. Du moins pas à ma connaissance, et j'ai longtemps cherché des solutions. Même les insecticides phytosanitaires les plus puissants n'en viennent pas à bout. Le piégeage aux phéromones est extrêmement coûteux et peu efficace. J'ai aussi essayé des pulvérisations de nématodes. C'est un ver microscopique qui pourrait parasiter le taupéan, mais ça n'a pas fonctionné. Bref, c'est un cauchemar. Pour réussir, faudrait qu'on ait des pouvoirs magiques, qu'on soit des mages, des dieux. Donc si quelqu'un parmi vous a une piste à explorer ou une solution contre cette vermine, on serait très content que vous nous la partagiez, cela en DM, sur Instagram ou sur YouTube, tous les liens sont dans la description. Tant que j'y suis évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner et à aller voir nos autres contenus. Donc là sur ce plant de cannabis ainsi que sur 2 autres victimes, vous pouvez voir que le taupéan a rongé la racine et a fait mourir le plant. La nouvelle rassurante, enfin j'ose le croire, c'est qu'une fois que le cannabis est assez grand, assez costaud et s'est développé, surtout au niveau du pied et du système racinaire, eh bien normalement il devrait être résistant au taupéan et ça devrait pas beaucoup lui faire de mal. Mais quand il est tout petit comme ça et tout maigre, c'est une proie facile. Donc toutes nos solutions contre les ravageurs et bientôt le taupéan seront disponibles dans la lettre privée, c'est gratuit pour la rejoindre, c'est le premier lien dans la description et dans notre bio. Fait mourir le... Bon. Il a roté comme un gros arabe. Mais t'es jamais comme ça, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'aboies dessus?